Je regrette ce temps où les gens avaient la peau un peu plus dure et le cœur tout aussi grand. Quand j'étais enfant, notre quartier vivait au rythme de ses petits commerces. On n'avait pas besoin de prendre la voiture ou de faire 30 minutes de route pour acheter 3 choses. Tout était là, à portée de main. La boulangerie, l'épicerie, la boucherie, la mercerie et même le cordonnier. Chacun avait son nom, sa personnalité, son odeur. C'était un village dans la ville. Je me souviens particulièrement de Madame Bensoussan, l'épicière du coin. Elle tenait une minuscule boutique, toujours un peu sombre, mais remplie à ras-bord. Il y avait de tout, des conserves empilées jusqu'au plafond, des bonbons en vrac dans des bocaux en verre, du pain livré chaque matin, des yaourts dans un vieux frigo bruyant. Quand j'entrais, elle me disait toujours « Bonjour mon chéri », même quand j'avais 12 ans et que je faisais semblant d'être un dur. Elle connaissait les habitudes de chacun. Si ma mère l'envoyait chercher une chose, elle préparait déjà le sac en me voyant arriver. Le boucher, lui, s'appelait Alain. Il me faisait peur avec ses grands bras et sa blouse blanche tachée, mais il plaisantait tout le temps. Il me glissait parfois une tranche de saucisson pendant qu'il emballait les côtelettes. Ces petits gestes, ces sourires, cette chaleur humaine, c'était ça, les commerces de quartier. Il n'y avait pas de carte de fidélité à tamponner ni de promo tape à accent grave-l'œil. Juste de la confiance et du lien. Et puis, un jour, un supermarché a ouvert à 10 minutes de là. D'abord les gens y allaient juste pour les grosses courses. Puis, petit à petit, les habitudes ont changé. Madame Bensoussan a fermé boutique. Le local est resté vide des mois. Le boucher a pris sa retraite sans repreneur. Le fromager a tenu un peu plus longtemps, puis a jeté l'éponge. À la place, on a eu une pharmacie de chaîne, un pressing automatique, une supérette impersonnelle. Tous ces lieux sont devenus anonymes. On passe, on paie, on s'en va. Personne ne nous connaît, personne ne nous manque. Parfois, je repense à ces matins où je descendais chercher du pain en pyjama sous mon manteau, où je rentrais avec un petit mot ou une friandise glissée discrètement dans le sac. Ce n'était pas de la consommation, c'était de la vie. Aujourd'hui, il faut faire la queue entre 2 rayons aseptisés, sous une lumière crue, avec une voix enregistrée qui nous dit « Merci de votre visite ». Et je me demande ce qu'on a vraiment gagné. Il n'y avait pas de téléphone portable pour rester en contact, pas de Wi-Fi, pas de mail, pas de notification. C'était une coupure franche, nette, totale. Et c'était merveilleux. Quand on partait en vacances, on laissait tout derrière nous. Les copains, les voisins, le boulot des parents, les soucis du quotidien. La seule chose qu'on emportait, c'était une carte routière Michelin pliée 20 fois et un petit carnet avec les numéros de téléphone importants, la famille, les amis proches, et parfois le numéro du camping ou de la location. Si on voulait appeler quelqu'un, il fallait chercher une cabine téléphonique, glisser une pièce de 2 francs ou une carte France Télécom. Et surtout, il fallait qu'il soit chez lui au moment où on appelait. Sinon, tant pis, on recommençait plus tard. En vacances, on était vraiment ailleurs. On ne savait pas ce qui se passait dans le monde, à moins d'acheter le journal local ou de tomber sur une télé allumée dans un bar. Les infos nous parvenaient au ralenti, parfois avec 2 jours de retard. Et tu sais quoi? Personne n'en mourait. On n'avait pas besoin de savoir ce que tout le monde faisait à chaque instant. On vivait dans notre bulle, et elle était douce. Les photos de vacances se prenaient avec un appareil argentique. On attendait parfois la fin du séjour pour développer la pellicule. Le plaisir était dans l'attente, dans la surprise de découvrir les clichés une fois rentrés. Certaines photos étaient floues, d'autres mal cadrées, mais elles avaient une authenticité qu'aucun filtre ne peut recréer. Et on n'en prenait pas 1000. On choisissait le bon moment, le bon endroit. Une photo, c'était un souvenir, pas une validation sociale. Je me souviens aussi des longues soirées d'été, sans écran, sans distraction autre que la vie. On jouait aux cartes sous une guirlande de lumière, on faisait des balades en fin de journée, on écoutait les grillons.
Le seul réseau, c'était celui des voisins de tente ou de gîte, avec qui on partageait un apéro ou une partie de pétanque improvisée. Aujourd'hui, même en vacances, on reste connecté. On prend des photos pour les publier, on consulte la météo toutes les heures, on répond à des mails urgents qui pourraient pourtant attendre. On est ailleurs, mais on reste ici en permanence. On n'a plus besoin de partir pour de vrai, alors on ne part jamais vraiment. Et parfois, je rêve de ça, un été sans écran, sans notification, sans GPS ni Google Maps. Juste une route, un carnet, une carte postale à écrire à la main. Un été lent. Un été libre. Je me souviens d'un temps pas si lointain où dire qu'on était fier d'être français n'était ni ringard, ni facho. C'était normal. On aimait notre pays, nos paysages, notre langue, nos vieux murs, nos chansons, nos plats, nos fêtes. On savait ce que signifiait être français, une histoire, des valeurs, une manière de vivre. Il y avait une forme de fierté tranquille, enracinée, pas arrogante mais solide. Un respect pour ce qu'on avait reçu, une envie de le transmettre. Aujourd'hui, c'est comme si ce sentiment était devenu gênant. Dès que tu parles de la France avec un peu de passion, on te regarde de travers. On te colle des étiquettes, on soupçonne un repli, un excès, une arrière-pensée. Comme si aimer son pays devenait un acte politique, alors que ça devrait juste être humain. Comme si l'identité française était une chose dont il fallait s'excuser, ou qu'on pouvait diluer à l'infini. Le pire, c'est que ce recul ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y a une sorte de renoncement diffus, comme si la France devait s'effacer doucement, se faire petite pour ne pas déranger. On ne parle plus de nation, on parle de vivre ensemble, de diversité, de valeurs universelles. Très bien. Mais sans racines, sans socle commun, il reste quoi? Une société de consommateurs qui cohabitent, pas un peuple qui partage une mémoire, une culture, une vision. Avant, il y avait des symboles simples mais puissants, la Marseillaise chantée sans retenue, le drapeau qu'on accrochait sans honte, le 14 juillet fêté partout comme un vrai moment national. Ce n'était pas une question de politique, c'était un sentiment collectif. On était français, et c'était quelque chose. On n'avait pas besoin de le justifier. Aujourd'hui, cette fierté semble avoir déserté les cœurs. On critique plus qu'on ne défend. On doute plus qu'on ne croit. Et pourtant, la France reste ce qu'elle est, unique, belle, complexe, vivante. Il ne tient qu'à nous de la relever dans nos mots, dans nos gestes, dans nos façons de transmettre. Être fier d'être français ne veut pas dire exclure les autres, ça veut juste dire savoir d'où l'on vient. Et ça, on l'a un peu oublié. Je me souviens encore de ces fins d'après-midi où le salon baignait dans une lumière dorée. C'était l'heure où je rentrais de l'école, cartable encore sur le dos, et où la télévision m'appelait comme un refuge familier. À cette époque, on n'avait que 3 chaînes à la télé, et ça suffisait largement. Tout le monde regardait les mêmes programmes, ce qui créait une sorte de lien invisible entre les enfants d'une même génération. Pas de Netflix, pas de replay, rien que l'attente. Et cette attente avait quelque chose de magique. Quand Récré à 2 commençait, je m'asseyais sur le tapis, juste devant l'écran. J'avais mon bol de chocolat chaud dans une main, une tartine dans l'autre, et les yeux rivés sur Dorothée. Elle souriait toujours, même quand elle racontait des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Et puis il y avait les dessins animés, Goldorak, Capitaine Flamme, Candy. On regardait ça avec une admiration absolue, on était plongé dans des mondes imaginaires qui semblaient plus réels que l'école ou la cantine. Et puis bien sûr, il y avait l'île aux enfants. Casimir, ce drôle de monstre orange, maladroit mais si attachant, c'était un peu comme un grand frère imaginaire. Il vivait sur une île où tout était paisible, coloré, presque utopique. Sa chanson me trotte encore dans la tête parfois, avec ce refrain tout simple mais si joyeux. À l'époque, les décors étaient faits de briques et de brocs, les effets spéciaux étaient inexistants, mais on s'en fichait. Ce qui comptait, c'était l'émotion, la chaleur, cette impression d'être chez soi, même quand le monde autour était un peu flou.
Ces moments me paraissent si loin aujourd'hui. La télé a changé, elle court après l'instantané, le spectaculaire, le rentable. Il n'y a plus cette douceur, ce temps lent qu'on partageait tous sans même s'en rendre compte. J'ignore si c'est juste la nostalgie qui parle, mais parfois je me surprends à vouloir retrouver ce vieux canapé, cet écran bombé et cette voix de Dorothée qui annonçait le prochain dessin animé comme on présente un trésor. Quand j'étais ado, regarder les Guignols de l'info, c'était presque un rituel sacré. Tous les soirs à 20 h, juste après le journal de Canal+, on s'installait pour 10 minutes de satire pure, sans filtre, mais avec tellement d'intelligence. C'était un moment de télévision qu'on n'osait pas rater, comme une fenêtre entrouverte sur le monde politique et médiatique, mais traité avec une telle finesse qu'on riait, même quand on ne comprenait pas tout. La marionnette de Jacques Chirac, avec son accent un peu traînant et son fameux putain, de mandat, est gravée dans ma mémoire. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à voir ces personnages de pouvoir ridiculisés tous les soirs par des pantins en latex. Les Guignols, ce n'était pas juste de l'humour, c'était presque une forme d'éducation civique, mais drôle, subversive et parfois même touchante. Je me souviens encore du soir où ils avaient pastiché les conférences de presse de George W. Bush avec sa marionnette complètement dépassée par les événements. À l'époque, c'était l'un des rares endroits où l'on pouvait critiquer la guerre, les manipulations médiatiques ou la langue de bois, et tout cela à une heure de grande écoute. Mon père, pourtant pas fan de télé, s'arrêtait toujours pour regarder avec moi. On riait ensemble, et il commentait en disant « Tu vois, ils disent ce que personne d'autre n'ose dire ». Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point cette émission manque. Elle a disparu doucement, étouffée par des pressions politiques, des changements de direction, un monde qui devenait plus frileux, plus lisse. Ce genre d'espace de liberté n'existe quasiment plus à la télévision. On se contente maintenant de sketchs rapides sur YouTube ou de tweets piquants, mais la puissance des Guignols, c'était ce mélange de fond et de forme, cette capacité à faire rire et réfléchir en même temps. Parfois, je retombe sur un vieux sketch sur Internet, et c'est comme un choc. On se dit que c'était osé, que ça ne passerait plus aujourd'hui. Et pourtant, c'est précisément pour ça que c'était si précieux. Aller au vidéoclub était un petit événement en soi. Il y avait un Vidéo Futur pas loin de chez nous, un local tout simple avec des néons un peu blafards, une moquette rouge usée et des étagères pleines à craquer de boîtiers plastiques. On y allait souvent en famille, parfois juste avec mon frère, et c'était presque un moment de débat démocratique, qui allait choisir le film du soir? En entrant, il y avait cette odeur particulière, un mélange de plastique, de poussière et d'adhésifs des étiquettes autocollantes. On arpentait les rayons, les jaquettes entre les mains, à lire les résumés au dos comme si notre soirée entière dépendait de cette décision. Il y avait des catégories bien distinctes, nouveautés, comédies, films d'horreur, et surtout films interdits aux moins de 12 ans qui attisaient notre curiosité, même si on n'avait pas le droit. Quand on trouvait enfin le bon film, ou qu'on tombait sur un qu'on avait vu 10 fois mais qu'on voulait revoir encore, on prenait la boîte vide et on allait demander la cassette à la caisse. Le caissier, souvent un gars sympa qui avait des goûts bien arrêtés, faisait parfois des recommandations, si t'as aimé celui-là, regarde celui-ci, il est mieux. Et puis il y avait cette fameuse règle, rendre la cassette sous 48 H, sous peine d'avoir une amende ridicule mais qui nous semblait immense à l'époque. Le meilleur moment, c'était le soir. On rentrait, on faisait chauffer du pop-corn, on insérait la cassette dans le magnétoscope, et on entendait ce petit clic rassurant. Parfois, il fallait rembobiner, et ça prenait 3 bonnes minutes avec le son strident de la bande qui s'enroule. Mais on adorait ça. Le générique de début, les bandes annonces au début de la cassette, même les logos de production nous mettaient dans l'ambiance. Aujourd'hui, tout est à portée de clic. On passe plus de temps à chercher quoi regarder qu'à vraiment regarder. Il n'y a plus cette attente, cette chasse au film, cette joie de ramener un trésor dans un boîtier noir. Les vidéoclubs ont disparu comme un souffle, balayés par les plateformes de streaming. Mais dans ma mémoire, il reste comme un petit temple du cinéma, à échelle humaine, où chaque film avait une odeur, un poids, une présence.
Mes premiers billets, de mes premières pièces. C'étaient des francs, cette vieille monnaie française que l'on manipulait sans y penser, mais qui portait en elle tout un péane de notre quotidien. Pour moi, un billet de 50 francs avec le visage de Saint-Exupéry, c'était presque un trésor. Je me sentais riche avec ça dans la poche, comme si tout était possible. Quand j'étais enfant, on utilisait les pièces de 5 francs pour acheter un pain au chocolat ou un paquet de Malabar à la boulangerie. Il y avait les pièces de 1 franc, toutes fines, qu'on glissait dans les machines à bonbons. Je me rappelle même de la pièce de 10 francs bimétallique, qu'on trouvait vraiment belle, avec son centre doré entouré d'argenté. Les francs avaient du caractère. Chaque pièce avait une odeur, une texture, un poids particulier. Et les billets, ils étaient colorés, presque artistiques. Rien à voir avec les euros, plus uniformes, plus froids. Je me souviens aussi du passage à l'euro, en 2002. Tout le monde était un peu perdu. Dans les magasins, les prix étaient affichés en double, francs et euros. Les gens, surtout les plus âgés, faisaient les conversions à voix haute. Attends, 10 euros, ça fait combien en francs? Presque 65? Ah oui, quand même. Il y avait une impression étrange de perdre quelque chose de familier, d'intime. Comme si une partie de notre culture quotidienne disparaissait sans qu'on puisse vraiment s'y opposer. Je crois que ce que je regrette le plus avec la fin des francs, ce n'est pas tant la monnaie elle-même, mais le rapport qu'on avait à l'argent. On faisait plus attention. Dépenser 100 francs, c'était un vrai acte. Aujourd'hui, 15 euros partent dans un clic. Avant, on comptait, on faisait la monnaie, on regardait ce qu'il nous restait. Quand j'étais petit, on n'avait pas le choix. La télé, c'était 3 chaînes, et ça s'arrêtait là. TF1, Antenne 2 et FR3. À l'époque, ça pouvait sembler limité, mais en réalité, c'est ce peu de choix qui créait ce sentiment d'unité. Le soir, tout le monde ou presque regardait la même chose. Le lendemain, on en parlait à l'école, au travail, dans les files d'attente ou autour de la table. Il y avait cette sensation d'avoir vécu un moment collectif, presque un événement, juste parce qu'on avait tous regardé le même film ou la même émission la veille. Chez moi, on allumait la télé après le dîner. C'était une grosse boîte en bois avec un écran bombé et un bouton rotatif pour changer de chaîne. Il fallait parfois taper sur le côté pour que l'image arrête de trembler. Quand l'antenne était mal réglée, mon père montait sur une chaise et tournait le râteau du toit pendant que quelqu'un criait depuis le salon, là. Non. Encore un peu à droite. C'était toute une chorégraphie. Je me rappelle de ces soirées où l'on regardait les dossiers de l'écran ou apostrophe. Même si je ne comprenais pas tout, je sentais qu'il se passait quelque chose d'important. Et puis il y avait les soirées cinéma, les grands classiques passés sur Antenne 2 ou FR3. La Grande Vadrouille, Le Cornio, La Boum. Des films qu'on revoit encore aujourd'hui, mais qui avaient alors une aura particulière parce qu'ils n'étaient diffusés qu'une fois par an, à la télé. Pas de rediffusion à la demande. Pas de replay. Il fallait être là, au bon moment, ou bien on ratait le coche. Le plus marquant, c'était sans doute les soirs de grands événements. Le discours du président, l'élection présidentielle, les Jeux Olympiques. On regardait tout ça en direct. Et même les pubs étaient rares, ce qui rendait les programmes encore plus intenses. Il y avait quelque chose de respecté dans le temps de la télévision. Une sorte de rythme imposé, de respiration collective. Quand j'étais petit, le passage du facteur était un moment à part dans la journée. On l'entendait arriver de loin, à vélo ou en mobilette, avec sa grande sacoche en bandoulière et son blouson bleu marine. Chez nous, il s'appelait Michel. Il connaissait tout le quartier, pas seulement les numéros de porte, mais les prénoms, les habitudes, les histoires de chacun. Il ne se contentait pas de déposer le courrier dans la boîte. Il sonnait parfois, surtout chez les personnes âgées. Il frappait doucement à la porte et demandait « Tout va bien, madame ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Il prenait le temps. Un vrai temps. Parfois, il restait 5 minutes à discuter avec ma grand-mère,
debout sur le pas de la porte. Il parlait du temps qu'il allait faire, des résultats du foot, ou juste des nouvelles du coin. Il était aussi porteur de petites émotions du quotidien. Les cartes postales des cousins partis en vacances, les lettres écrites à la main, les enveloppes épaisses qui sentaient encore le parfum. Quand une carte arrivait, on la lisait à haute voix dans le salon. On la posait sur la commode comme un trophée venu d'ailleurs. Aujourd'hui, les boîtes aux lettres sont pleines de pubs et de factures. Et le facteur, on ne le voit plus. Il y a eu un moment, je crois vers la fin des années 2000, où tout a basculé. Le courrier s'est raréfié, les gens ont commencé à envoyer des emails, puis des messages, puis des emojis. La poste a changé ses tournées, les facteurs ne passaient plus tous les jours, et surtout, ils n'avaient plus le temps. Ils déposaient, scannaient, repartaient. Ce n'était plus leur faute, c'était le système qui avait changé. Ce que je regrette, ce n'est pas seulement le courrier en tant qu'objet, mais cette présence humaine du facteur. Il faisait un peu partie de la famille. Il apportait quelque chose de vivant, même dans le silence d'un matin d'hiver. Aujourd'hui, on ne sait plus qui livre notre lettre recommandée, et on ne s'étonne même plus si elle arrive avec 2 jours de retard. Mais parfois, je me surprends à tendre l'oreille, en espérant entendre le bruit familier d'un vélo qui freine devant la grille, et une voix qui dit « Bonjour la compagnie. Il y a du courrier pour vous aujourd'hui. » Quand j'étais enfant, le dimanche avait une odeur, une ambiance, une lenteur unique. C'était un jour à part, complètement différent des autres. Pas parce qu'il y avait des choses à faire, mais justement parce qu'il n'y en avait pas. Tout était fermé. Les magasins, les boulangeries, ouvertes juste le matin, si on avait de la chance, les supermarchés bien sûr, et même les rues semblaient moins bruyantes. C'était comme si le monde entier se mettait en pause. On se levait plus tard. Mon père mettait de la musique, souvent un vieux disque de Brel ou Brassens. Ma mère préparait un déjeuner un peu plus copieux que d'habitude. On traînait. On lisait le journal papier en entier, même les pages culture qu'on zappait les autres jours. Il n'y avait pas de rendez-vous à respecter, pas de message à répondre, pas de notification. Juste le temps qui s'étirait. Vers 11 heures, on sortait parfois se promener. Pas pour acheter quelque chose, car il n'y avait rien à acheter, mais juste pour marcher. Les boutiques étaient toutes closes, rideaux baissés, vitrines éteintes. Et pourtant, les rues avaient quelque chose de vivant. On croisait des gens qu'on connaissait, on s'arrêtait, on discutait. Les cafés étaient ouverts, eux, mais ce n'étaient pas des lieux de passage rapide. C'étaient des repères. Des gens y passaient la matinée entière à lire leur journal, à parler politique ou rugby, ou simplement à regarder les passants. L'après-midi, il y avait 2 possibilités, soit une balade à la campagne si on avait une voiture, soit une sieste. C'était aussi le jour des parties de jeux de société, des albums photos qu'on ressortait du tiroir, des coups de fil à la famille. Pas de bricolage express, pas de petites courses ou de livraison à domicile. Juste l'ennui parfois, mais un ennui plein, lent, humain. Et puis est arrivée l'ouverture des grandes surfaces le dimanche matin. Puis celle des centres commerciaux. Et les plateformes en ligne, ouvertes 24 heures sur 24. Le dimanche a commencé à ressembler au samedi, puis au vendredi. On a perdu ce jour particulier. Maintenant, il faut répondre à ses mails même le dimanche, on peut faire ses courses à 18 heures, commander un repas à 20 heures, acheter une paire de chaussures à 2 heures du matin. Le repos n'est plus imposé, il est devenu un choix individuel, et donc presque un luxe. Ce que je regrette, ce n'est pas tant que les magasins soient ouverts, mais que le dimanche n'ait plus de personnalité. C'était un jour qui obligeait à ralentir, à s'ennuyer un peu, à regarder les autres vivre, à s'ancrer. Aujourd'hui, même ce jour-là, on court. On remplit. On consomme. Mais parfois, il m'arrive de ne rien faire un dimanche, volontairement. De laisser mon téléphone éteint, de marcher sans but, de boire un café en terrasse pendant 1 heure. Et là, juste un instant, j'ai l'impression de retrouver ce vieux dimanche d'avant. Celui qui prenait son temps.
Quand je repense à l'école de mon enfance, ce qui me revient d'abord, c'est l'odeur. Un mélange de cire pour le sol, de bois des pupitres, de colle Cléopâtre à l'amande et de craie blanche qui flottait dans l'air comme une poussière légère. On était loin des écrans tactiles, des tableaux numériques et des vidéoprojecteurs. À l'époque, le centre de la classe, c'était le tableau noir. Un vrai, en ardoise. Un rectangle sombre fixé au mur, usé sur les bords, constellé de petites traces qu'on ne parvenait jamais à effacer tout à fait. Le matin, la maîtresse ou le maître entrait avec une trousse remplie de craie. Il y avait la blanche, bien sûr, la plus utilisée, mais aussi parfois des craies de couleur, jaune pour les titres, rouge pour les fautes, bleu pour les dates. Le bruit de la craie qui glisse sur le tableau, ce critch si caractéristique, c'était presque une musique. Et quand elle craquait d'un coup sec entre les doigts, tout le monde sursautait un peu. On ne copiait pas encore sur des ordinateurs. On recopiait à la main, dans des cahiers lignés soigneusement, avec notre plume ou notre bic bleu. Les pleins et les déliés de l'écriture cursive étaient un vrai apprentissage. Et puis il y avait le rituel du nettoyage du tableau. Le chiffon humide ou l'éponge, qu'on allait rincer dans un petit seau à l'arrière de la classe. Parfois, c'était un privilège, qui veut nettoyer le tableau, demandait l'instit, et les mains se levaient en masse. Il y avait un plaisir à faire disparaître tout ce qui avait été écrit, à laisser la surface noire parfaitement propre, prête à accueillir la leçon suivante. Les plus turbulents, eux, se retrouvaient souvent à devoir le laver pendant la récré. Punition éducative, mais paradoxalement assez douce. Dans les classes, tout était tangible. On écrivait sur de vrais cahiers, on faisait des calculs sur des ardoises individuelles, qu'on effaçait avec un petit chiffon ou sa manche. On apprenait les tables de multiplication en chantant tous en chœur, on récitait nos poésies debout, face au tableau. Il y avait une attention presque religieuse quand le maître corrigeait quelque chose au tableau, une forme de respect du geste, du savoir transmis. Aujourd'hui, les enfants tapent sur des tablettes, les tableaux sont interactifs, et les fautes sont corrigées par des logiciels. On va plus vite, c'est vrai. On n'a plus de moyens. Mais quelque chose s'est perdu dans cette lenteur de la craie, dans ce lien entre la main et l'esprit. Ce n'était pas juste une école plus pauvre en technologie, c'était une école plus ancrée dans le réel, dans le geste, dans le temps long. Parfois, je retrouve un vieux cahier de cette époque, jauni, avec des pleins et des déliés maladroits. Je le feuillette comme on feuillette un vieux carnet de voyage. Et je me dis que cette école, avec son tableau noir et ses traces de craie au bout des doigts, m'a appris autant à penser qu'à ressentir. Quand j'étais petit, les voitures avaient des visages. Des vraies bouilles. Elles faisaient un bruit bien à elles, elles avaient des odeurs de cuir usé, de plastique chauffé au soleil, parfois même d'essence quand on ouvrait le capot. Parmi elles, il y avait des reines de la route, la Renault 4 litres, la 2CV, la Peugeot 205. Ce n'étaient pas des objets de luxe, ni des bijoux de technologie. C'étaient des compagnons de route, robustes, simples, fidèles. Chez nous, c'était une vieille 4 litres blanche. Une voiture qu'on avait héritée d'un oncle, cabossée sur une portière et avec une fenêtre arrière qui ne se fermait jamais vraiment. Mais elle démarrait au quart de tour, sauf en hiver, où il fallait insister un peu avec le starter. À l'intérieur, pas de ceinture automatique, pas de clim, pas de tableau de bord digital. Juste une banquette un peu molle, une jauge à essence capricieuse, et un levier de vitesse qui sortait du tableau de bord comme une canne de grand-père. L'été, on partait avec. On empilait les valises sur le siège arrière, un parasol qui dépassait du coffre, et les fenêtres grandes ouvertes. Le moteur faisait un bruit de tondeuse joyeuse, et dans les montées, il fallait parfois rétrograder avec conviction. On mettait la radio grésillante à fond, et le vent s'engouffrait dans la voiture, mêlé au rire. Ce n'était pas une voiture silencieuse, confortable ou performante. Mais elle vivait. Elle racontait quelque chose. Je me souviens aussi des 2CV, ces drôles de voitures qui semblaient toujours sur le point de basculer dans les virages, avec leur toit en toile qu'on roulait comme une sardine. Il y avait une liberté dans ces voitures. On pouvait les réparer avec 3 bouts de ficelle, un tournevis et un peu de patience.
Mon voisin, à l'époque, démontait la sienne chaque week-end. Il en connaissait chaque vis, chaque couinement. Aujourd'hui, si tu ouvres le capot d'une voiture moderne, tu ne reconnais plus rien. Tout est électronique, fermé, codé. Même la 205, plus récente, avait ce charme simple. Une voiture agile, vive, que les jeunes achetaient d'occasion pour leur premier trajet. J'en ai vu des dizaines sur les parkings de lycée, parfois avec un sticker « bébé à bord » alors que c'était surtout une excuse pour rouler plus lentement. Elle sentait le vécu. On y a connu nos premières libertés, nos premiers trajets seuls, nos premiers week-ends improvisés. Aujourd'hui, les voitures se ressemblent. Elles sont belles, certes, puissantes, silencieuses. Mais elles sont anonymes. Plus rien ne vibre. Il n'y a plus d'imperfection, plus de conversation possible entre la main et la machine. Elles n'ont plus de voix, plus d'odeur, plus de corps. Mais parfois, au détour d'un village, je tombe sur une 4 litres abandonnée dans une grange. Et pendant un instant, je revois mon père à son volant, les cheveux au vent, le bras posé à la fenêtre, en train de fredonner une chanson. Et je me dis qu'on ne construit plus seulement des voitures. On construit des souvenirs. Quand je repense à mes premiers trajets en métro, je pense immédiatement à ces petits rectangles de carton beige, parfois un peu tordus, souvent froissés dans une poche de jean. Les tickets de métro. Ils faisaient partie du quotidien des citadins, et même si on ne leur prêtait pas toujours attention à l'époque, ils étaient un objet à part entière, presque un petit morceau de ville qu'on transportait avec soi. Je me souviens très bien de la sensation de les tenir entre les doigts, de les faire glisser dans la fente de la borne avec un petit clic, puis du bruit sec de la porte qui s'ouvrait juste après. Il y avait ce petit moment de stress aussi, quand le ticket refusait de passer. On le retournait, on soufflait dessus, on le lissait sur son pantalon comme un billet de banque. Et parfois, il passait enfin, comme par magie. Parfois non, et il fallait affronter le regard agacé des usagers derrière. Dans la poche intérieure de mon sac, j'en gardais toujours un ou deux de secours, au cas où. Les enfants les collectionnaient presque. On retrouvait des dizaines de vieux tickets au fond des sacs, entre deux cahiers ou dans les doublures de manteaux. Il y avait les tickets à l'unité, les carnets de 10, qu'on achetait dans des petites pochettes en carton, et qu'on pliait soigneusement. À un moment, ils ont même commencé à mettre de la publicité au dos. Les plus anciens s'en souviennent encore. Ces tickets, c'était aussi une forme de passage initiatique. Mon tout premier ticket, je l'ai utilisé avec ma mère. Elle me montrait comment l'insérer, comment lire le plan, comment ne pas le perdre. Et le jour où j'ai pris le métro seul pour la première fois, avec un ticket dans la poche et un peu d'angoisse dans le ventre, je me suis senti grand. Il fut un temps où prendre le train, ce n'était pas juste se déplacer d'un point A à un point B. C'était tout un voyage, au sens presque littéraire du terme. Et au cœur de cette expérience, il y avait les compartiments fermés des anciennes voitures Corail. Ces petits salons roulants, avec leurs 6 places en vis-à-vis, leurs portes coulissantes et leurs rideaux en tissu. Une époque révolue où l'intimité, la lenteur, et parfois même la surprise faisaient partie du trajet. Je me rappelle très bien de ces départs de gare, valises à la main, billets compostés, à l'époque, il fallait le faire, et la chasse au bon wagon. Une fois monté, on cherchait notre numéro de compartiment, et lorsqu'on y entrait, il y avait toujours ce petit moment de flottement, qui allait voyager avec nous? Est-ce que le compartiment serait vide, bruyant, chaleureux, glacial? On ne savait jamais. Et c'était ça aussi, le charme. Les sièges étaient larges, moelleux, souvent recouverts d'un velours un peu râpé. Il y avait une tablette rabattable, une lumière individuelle et des filets au-dessus pour caler les bagages. Quand la porte se refermait, un léger silence s'installait, atténuant les sons du couloir. On se retrouvait comme dans une petite bulle, lancé sur les rails à travers les campagnes françaises. Les paysages défilaient, et parfois, des inconnus discutaient doucement, partageaient un sandwich, un journal, une anecdote. Je me souviens de voyages où l'on entamait une conversation timide avec un voisin, et où l'on finissait par échanger nos adresses.
Parfois même, on restait en silence pendant des heures, mais dans un silence habité, respectueux. On lisait, on regardait par la fenêtre, on laissait passer le temps. Il y avait aussi les moments cocasses, un bébé qui pleure, une vieille dame qui sort un thermos de café, un monsieur qui raconte sa vie sans filtre. Mais tout cela faisait partie du décor vivant du compartiment. Et puis, ces compartiments avaient quelque chose d'un peu magique pour les enfants. On s'y cachait, on ouvrait la porte en grand pour observer les allées et venues du wagon, on se battait pour avoir la place près de la fenêtre. Je me souviens même d'avoir joué à « Qui est-ce » avec des inconnus qui, le temps d'un trajet, devenaient des compagnons de jeu. Aujourd'hui, tout est en open space. Les trains sont modernes, épurés, silencieux. Le confort est là, bien sûr. Le Wi-Fi aussi. Mais il n'y a plus ce sentiment d'embarquer dans un petit monde privé. Les trajets sont plus rapides, plus lisses, plus fonctionnels. Et surtout, on se parle moins. Chacun est dans sa bulle numérique, casque sur les oreilles, écran allumé, voyage intérieur. On ne vit plus le trajet, on l'attend, on l'efface. Le goûter, dans les années 80 ou 90, ce n'était pas juste une pause alimentaire, c'était un véritable petit rituel. Une célébration quotidienne entre le retour de l'école et le début des dessins animés. Chaque enfant avait ses préférences, mais certains produits revenaient partout, dans toutes les cuisines, toutes les cours de récré, toutes les boîtes à goûter cabossées, les BN, les Raiders, le Tang, les Oasis en bouteilles de verre. Autant d'icônes gustatives qui faisaient de ce moment un vrai plaisir simple et sucré. Chez moi, le goûter c'était souvent à 16h30, juste après les devoirs, ou parfois entre deux mensonges sur les devoirs déjà faits. Ma mère ouvrait un placard où étaient rangées les douceurs, et il y avait toujours ces fameux BN au chocolat, avec leur sourire gravé sur la pâte sablée. On retirait une moitié pour lécher la crème, ou on le trempait entier dans un bol de lait chaud. Le biscuit devenait mou, dégoulinant, et c'était parfait. Il y avait ceux au chocolat, à la fraise, à la vanille, mais le chocolat restait roi. Et puis il y avait Raider, ces deux barres chocolatées au caramel et au biscuit croquant. Bien avant qu'ils ne deviennent Twix dans un grand coup de marketing qui nous avait tous un peu frustrés. Quand la marque a changé, certains ont gardé l'habitude de dire Raider pendant des années, comme un petit acte de résistance sucrée. Raider, c'était le goûter un peu plus ado, celui qu'on achetait à la boulangerie avec les pièces jaunes données en douce. Le Tang, lui, c'était un mystère chimique. Une poudre orange fluo qu'on versait dans une carafe d'eau. On touillait, on goûtait, c'était hyper sucré, acide, avec un goût d'orange artificiel à faire pâlir un vrai fruit. Mais on adorait ça. On se battait pour être celui qui allait touiller avec la grande cuillère en bois. Certains mettaient trop de poudre, d'autres pas assez. Et une fois sur deux, ça débordait ou s'attachait la nappe. Mais ce n'était pas grave. Et puis il y avait les bouteilles de verre d'Oasis, plus épaisses qu'un gobelet, avec leur étiquette colorée et leur bouchon métallique à capsule. On buvait ça très frais, avec la sensation de tenir quelque chose d'un peu précieux. Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser que l'Oasis n'a plus tout à fait le même goût depuis qu'il est en plastique. Peut-être que c'est juste moi. Peut-être pas. Le goûter, c'était ce moment suspendu entre deux mondes. Encore un peu l'enfance, mais déjà le retour à la réalité scolaire. On se retrouvait autour d'un bol, sur la table de la cuisine ou sur un banc de cours de récré. On échangeait des biscuits, on croquait en rigolant, on collait des miettes sur nos cahiers. Et pendant quelques minutes, on n'avait pas besoin de plus. Aujourd'hui, les rayons sont pleins de snacks ultra transformés, plus variés, plus équilibrés parfois, plus marketés surtout. Mais je n'ai jamais retrouvé dans aucun goûter d'adulte cette petite joie innocente qu'on ressentait en sortant un BN de son emballage en papier alu, en versant une poudre orange dans une carafe, ou en croquant dans une barre Raider en regardant Club Dorothée. Il y a encore une vingtaine d'années, dans beaucoup de petits villages français, le café, c'était le cœur battant du quotidien. Pas un décor pittoresque pour les vacanciers ou un lieu branché avec latte à 4 €, mais un vrai lieu de vie.
Le genre d'endroit où les habitués entraient sans dire bonjour parce que tout le monde les connaissait déjà, où les verres n'étaient pas toujours bien lavés mais où le lien humain était propre, sincère, direct. Je me souviens du café du village de mes grands-parents, un bistrot banal en apparence, coincé entre la mairie et la boulangerie. Il s'appelait le Rallye, comme beaucoup de cafés de campagne à l'époque. On y entrait par une porte grinçante, il y avait de la lumière jaune, des tables bancales, un sol en carrelage froid, un comptoir en formica usé par les coudes. Et surtout, des gens. Des vrais. Des anciens qui passaient là tous les matins pour leur petit noir ou leur ballon de rouge à 11 heures. Des artisans, des commerçants, des retraités. Parfois même des enfants qui venaient chercher un orangina ou un diabolo menthe, posé sur le rebord du zinc. Le patron connaissait tout le monde. Il n'avait pas besoin de carnet pour faire les additions, tu me régleras demain. Il savait qui allait mal, qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle, qui avait besoin de parler ou, au contraire, de silence. Il chauffait la salle à coups de vannes un peu lourdes, de sourires complices, de verres servis sans qu'on ait à demander. Et quand un étranger entrait, tout le monde levait la tête, pas avec méfiance, mais avec curiosité. Dans ces cafés-là, on se jugeait très vite, mais on intégrait encore plus vite. Ce que j'aimais, c'était la constance. Tous les jours, même le lundi, même sous la pluie, même l'hiver, il y avait de la vie dans ce café. On y lisait la montagne, le Dauphiné ou Sud-Ouest, selon la région. On y regardait les infos sur une vieille télé accrochée au mur. On y entendait des blagues douteuses, des souvenirs de jeunesse, des râleries sur les politiques. Il y avait du bruit, des rires, parfois des disputes, mais jamais de vide. Et puis, les choses ont changé. Lentement d'abord. Les anciens ont vieilli, les jeunes sont partis, les habitudes se sont effilochées. Les horaires ont été réduits. Le bar a fermé un jour par semaine, puis 2. On a entendu parler d'une fermeture temporaire, puis définitive. À la place, un magasin de souvenirs ou une agence immobilière a ouvert, pour les touristes qui passent l'été. Mais le cœur, lui, s'est arrêté de battre. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages, les cafés ne vivent que quelques mois par an. Ils ouvrent pour accueillir les cyclistes de passage, les Parisiens en gîte, les touristes qui cherchent de l'authentique. Mais ils ne sont plus ce qu'ils étaient, des repères quotidiens, des repères de solitude rompue, des salles de réunion improvisées, des salons d'amitié brute. Ils sont devenus jolis, propres, parfois même design. Mais ils ont perdu leur bruit de fond, leur odeur de tabac froid, leur vérité. Et quand je passe devant l'ancien Rallye, fermé, volet clos, j'ai comme un vide dans la poitrine. Parce qu'on n'a pas seulement perdu un commerce, on a perdu un lien, un lieu, un morceau de ce tissu invisible qui faisait tenir les villages debout. Le samedi matin, dans le village où j'allais enfant, c'était le marché. Un vrai marché. Pas un marché de producteurs biochiques ou un événement ponctuel organisé par la mairie. C'était le rendez-vous hebdomadaire, attendu, ancré, immuable. Il n'y avait pas besoin de publicité ni de post Facebook. Tout le monde savait que le samedi, à partir de 8 heures, la place du centre se remplissait. Je me souviens des premiers bruits en ouvrant les volets, les chaises raclées sur le sol des cafés, les camions qui déchargeaient les cagettes, les voix graves des maraîchers qui s'installaient. On y allait souvent à pied, un panier à la main, une pièce de 10 francs dans la poche. Dès qu'on tournait le coin de la rue, une odeur de terre mouillée, de poulet rôti, de fromage et d'herbes fraîches nous saisissait. Ce marché-là n'était pas esthétique. Il n'y avait pas d'emballage soigné, pas d'étiquette design ni de storytelling sur les éleveurs. Juste des produits. Des vrais. Le paysan posait ses pommes sur la table, encore tachées de boue. Le boucher vous montrait la pièce, et la découpait devant vous. Le fromager sortait un Saint-Nectaire de sous un torchon et vous en faisait sentir un bout avant de le trancher. Et personne ne parlait de circuit court, tout était déjà local, c'était la norme, pas un argument de vente. Le plus beau, c'était les gens. Le marché, c'était l'endroit où l'on croisait tout le monde. Les anciens, les jeunes mamans, les commerçants, les enfants avec les joues rouges.
On s'arrêtait à chaque stand, pas seulement pour acheter, mais pour parler. Le maraîcher connaissait le prénom de ma mère. Le poissonnier racontait des blagues en pesant les sardines. Et parfois, on vous glissait une poignée de cerises ou un bouquet de persil pour le plaisir. Je me souviens d'un fromager en particulier, moustachu, toujours en tablier gris. Il me faisait goûter un petit bout de comté affiné, 24 mois, pas moins. Il me disait, « Tu sens ? Ça, c'est pas de la gomme, c'est du vrai. » Et j'hochais la tête, même si je ne savais pas trop ce que je étais censé sentir. Il m'enseignait le goût, sans le dire. Aujourd'hui, certains marchés survivent. Mais beaucoup sont devenus des extensions du supermarché, des stands standardisés, des prix premium, des produits bien alignés mais sans âme. On y retrouve parfois les anciens produits, mais sans les anciens liens. On ne parle plus, on scanne, on paie sans contact, on repart. Et souvent, les marchands ne sont même plus les producteurs. Quand je retourne dans ce village, je passe encore sur cette place. Le samedi, elle est plus calme. Quelques stands subsistent, entourés de barrières et d'un camion à churros. Mais le tumulte d'avant, cette vitalité spontanée, cette humanité bruyante, elle a presque disparu. Ce marché-là n'était pas qu'un lieu d'achat. C'était un moment de vie. Une chorégraphie improvisée, chaque samedi, entre ceux qui vendent, ceux qui achètent et ceux qui viennent juste pour dire bonjour. Quand j'étais enfant, l'été ne commençait vraiment que le soir du bal populaire. C'était souvent pour la fête du village, autour du 14 juillet ou du 15 août, quand les journées devenaient longues et chaudes, et que tout le monde semblait sortir de chez lui en même temps, comme réveillé par quelque chose de joyeux. Le terrain vague près de la salle des fêtes se transformait en piste de danse, les guirlandes multicolores étaient suspendues entre les arbres, et l'orchestre s'installait sous un chapiteau un peu bancal. Il n'y avait pas de DJ, pas de laser, pas de playlist calculée. Juste un vrai orchestre ou une fanfare locale. Le chanteur, parfois avec une moustache et une chemise à jabot, lançait des slows, des musettes, du Joe Dassin, des chansons qu'on connaissait tous par cœur. Les couples dansaient serrés, les enfants couraient autour, et les plus jeunes testaient leurs premiers pas timides avec les copines du collège. Mais le bal, ce n'était qu'une partie de la fête. L'après-midi, c'était la kermesse. Une vraie, comme on n'en voit presque plus. Avec des stands bricolés par les parents, des jeux simples mais irrésistibles, pêche à la ligne, chamboule-tout, tir au pistolet à bouchon, parcours de sacs de jute. On gagnait des petits lots ridicules, un sifflet, une médaille en plastique, un stylo lumineux, mais on repartait avec des étoiles dans les yeux. Les plus vieux s'installaient à l'ombre, autour d'un pastis ou d'une bière tiède servie dans des gobelets de fête. On se racontait des souvenirs, on riait fort, on regardait les gamins s'agiter. Il y avait des crêpes faites sur place, une buvette improvisée, parfois un barbecue géant qui embaumait toute la rue. Et quand venait le soir, après le feu d'artifice, tout le monde retournait vers la piste. Les petits s'endormaient sur les genoux, les ados se regardaient du coin de l'œil, et les anciens reprenaient leur valse avec une grâce désuète et magnifique. Personne ne filmait, personne ne postait de selfie. On vivait l'instant, ensemble, dans une bulle suspendue. Aujourd'hui, on voit encore des bals et des kermesses ici ou là. Mais ils sont plus encadrés, plus lisses, parfois sponsorisés, parfois transformés en événements culturels avec sécurité privée et services de restauration mobile. Il y manque cette imprévisibilité, cette désorganisation joyeuse, cette liberté qu'on sentait partout, dans les guitares légèrement fausses, dans les enfants qui grimpaient sur les estrades, dans les éclats de rire partagés sous les étoiles. Parfois, quand je ferme les yeux en entendant une vieille chanson d'été, je revois ces guirlandes colorées, ces lampions qui dansent dans la nuit, cette odeur de frites et le bruit des pas sur la terre battue. Et je me dis que ces bals-là, c'était plus que des fêtes. C'était des petits miracles de village, des moments de grâce populaire qu'on n'a jamais vraiment su remplacer. Il fut un temps, pas si lointain, où passer un coup de fil dehors relevait d'un petit rite. Il fallait repérer une cabine téléphonique, trouver des pièces, souvent une de 2 francs,
ou avoir sur soi une carte France Télécom, cette carte en plastique rigide qu'on glissait dans la fente, et dont le petit compteur de crédit défilait lentement à l'écran. C'était une époque où téléphoner n'était pas un réflexe, mais une décision. Je me rappelle très bien de la cabine près de la place de la mairie. Une boîte en verre, posée là comme un petit vaisseau transparent, souvent embué l'hiver, chauffé au soleil l'été. On y entrait comme dans un confessionnal. On tirait la porte coulissante, elle faisait un clac, et on se retrouvait seul avec le combiné gris, attaché par un fil épais et tordu par le temps. Il y avait une odeur un peu métallique, un peu poussiéreuse, parfois même un tag ou un chewing-gum collé dans un coin. Quand on utilisait des pièces, il fallait être rapide. Le son de la pièce qui tombait, le tching, puis ce petit stress au moment où la tonalité ne venait pas tout de suite. On avait toujours peur de gaspiller ses francs sans réussir à joindre quelqu'un. Avec la carte, c'était plus rassurant, mais on regardait quand même le compteur descendre comme un sablier électrique. Chaque mot avait un prix. On pesait ses phrases. On allait à l'essentiel. Quand j'étais ado, appeler un copain ou une copine de la cabine, c'était un événement. Il fallait connaître le numéro par cœur, ou l'avoir noté sur un bout de papier. On appelait les maisons, pas les personnes. Et on tombait souvent sur les parents, « Bonjour, est-ce que je peux parler à Julie ?» Et on attendait, le cœur battant, en espérant qu'elle soit là. Si la ligne était occupée, on raccrochait, on réessayait plus tard. Pas de message, pas de notification. Juste de l'attente. De l'espoir. Du silence parfois. Il y avait aussi les coups de fil urgents. Les appels depuis une gare, sous la pluie, avec des mains gelées qui comptaient les pièces. Les numéros de secours griffonnés dans un carnet. Les rendez-vous ratés qu'on essayait de rattraper à la dernière minute. Et parfois, les messages laissés sur les répondeurs à bande magnétique. « C'est moi, rappelle-moi chez mamie. » Et puis, tout a changé. Les téléphones portables ont tout balayé. Les cabines ont commencé à se vider, à se salir, à se faire vandaliser. Peu à peu, on les a démontées, une par une. On a vu des photos de cabines transformées en mini-bibliothèques, en œuvres d'art, ou laissées à l'abandon, vestiges d'un autre temps. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Et même si les portables sont 1000 fois plus pratiques, il m'arrive de regretter la simplicité et la sobriété de ces moments. Appeler quelqu'un, c'était un acte presque solennel. On se déplaçait. On attendait. On se concentrait. C'était plus rare, mais plus vrai. Parfois, quand je marche dans une vieille rue et que je repère au sol une dalle carrée là où une cabine se tenait autrefois, j'ai un pincement au cœur. Comme si une voix avait disparu. Une voix publique, discrète, mais toujours là quand on en avait besoin. Il y a quelques décennies, les voisins, ce n'étaient pas seulement des gens qu'on croisait dans l'ascenseur ou à qui on envoyait un mot en cas de nuisance sonore. C'étaient des présences, presque des extensions de la famille. Dans l'immeuble ou dans la rue, tout le monde se connaissait, s'appelait par son prénom ou son surnom. On savait qui travaillait tôt, qui gardait les enfants, qui était seul. Et on se parlait. Tous les jours. Je me souviens, dans l'immeuble de mon enfance, du bruit de la machine à café de Madame Dumas au 3e, qu'on entendait dès 7 heures. Elle laissait souvent sa porte entr'ouverte, au cas où quelqu'un aurait besoin. Mon père déposait parfois une baguette de pain sur le paillasson de Monsieur Roger, l'ancien cheminot du rez-de-chaussée, quand il ne pouvait plus sortir. On sonnait chez les uns, chez les autres, sans prévenir. Pour demander un tournevis, un œuf, ou juste pour discuter un moment. Il y avait une fluidité, une confiance implicite. L'été, les portes-fenêtres restaient ouvertes, et les voix se mêlaient dans la cour intérieure. Les enfants jouaient ensemble sans que les parents aient besoin de surveiller constamment. Les plus âgés s'installaient sur un banc, à l'ombre, pour raconter leurs souvenirs ou commenter les nouvelles du journal local. Et quand il y avait un souci, un déménagement, un deuil, une panne d'eau, tout le monde se mobilisait sans qu'on ait à le demander. Je me souviens aussi des repas improvisés dans la cour, des barbecues partagés, des goûters d'anniversaire où les voisins étaient conviés, même sans carton d'invitation.
Il n'y avait pas encore de voisins vigilants, mais il y avait des voisins attentifs. Ce n'était pas de la surveillance, c'était de l'attention humaine. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les immeubles sont devenus silencieux. On installe des digicodes, des caméras, des panneaux « propriété privée ». On vit côte à côte, mais rarement ensemble. On envoie un SMS à quelqu'un qu'on pourrait saluer en bas de chez soi. On commande sur Internet plutôt que d'aller frapper à la porte d'un accent grave côté. Il reste, heureusement, des lieux où cet esprit de voisinage survit. Des immeubles où l'on s'échange encore les clés, des villages où on prend des nouvelles sans raison, des quartiers où la fête des voisins n'est pas juste un événement obligatoire une fois par an. Mais ils sont plus rares. Et parfois, quand je rentre d'une journée un peu lourde, je rêve d'ouvrir ma porte et d'entendre « Viens boire un café, je viens d'en faire ». Je rêve de ce monde où les murs n'étaient pas des frontières, mais des points de passage. Car au fond, ce qu'on a perdu avec l'individualisme moderne, ce ne sont pas seulement des habitudes de vie. C'est une certaine forme de tendresse collective, silencieuse, simple, mais puissante. Celle qui fait qu'on se sentait, sans même y penser, entouré. Il y a quelque chose qui me manque profondément, sans que je m'en rende toujours compte, c'est cette époque où les enfants jouaient librement dans la rue. On partait le matin avec juste un vélo, un ballon ou une vieille corde, et on ne rentrait que quand les lampadaires s'allumaient ou que nos mères criaient depuis la fenêtre. Pas de téléphone, pas de surveillance GPS, pas d'inquiétude permanente. On explorait les terrains vagues, on construisait des cabanes, on tombait, on se disputait, on se réconciliait. On grandissait dehors. Le trottoir, la place du village, le petit chemin derrière les maisons, tout ça était à nous. Et les parents ? Ils ne paniquaient pas. Ils savaient qu'un voisin veillait, qu'un adulte inconnu pouvait gronder si on faisait une bêtise, et que, quelque part, la rue elle-même nous apprenait la vie. Aujourd'hui, je ne vois plus ça. Les enfants jouent derrière des portails, dans des salons, sous surveillance constante. C'est plus sûr, peut-être, mais c'est aussi plus triste. On a perdu une forme de liberté, une insouciance qui formait notre lien au monde réel. Je me demande parfois si ce n'est pas ce qui manque le plus à l'enfance moderne, l'espace pour respirer, sans contrôle, sans écran, juste avec d'autres gamins et un peu d'imagination. Il fut un temps où la France imposait le respect. Pas par la force, pas par la peur, mais par son rayonnement. Son intelligence. Sa culture. Son art de vivre. Sa diplomatie. Sa capacité à parler d'égal à égal avec les grandes puissances, sans courber l'échine. La France était écoutée. On ne l'aimait pas toujours, mais on la respectait. On avait des figures qui incarnaient quelque chose, De Gaulle, Mitterrand, même Chirac, des hommes d'État qui tenaient tête, qui portaient une voix singulière. La France, c'était un modèle. Pas parfait, mais ambitieux. On innovait, on écrivait, on formait. Nos ingénieurs, nos intellectuels, nos artistes, nos soldats, tous faisaient honneur à un pays qui savait ce qu'il valait. Aujourd'hui, on n'impose plus grand-chose, à part des leçons de morale fatiguées. On donne l'image d'un pays qui ne croit plus vraiment en lui-même, dirigé par des technocrates sans vision, sans colonne vertébrale, qui gèrent l'État comme une start-up en crise. Nos ambassadeurs démissionnent, nos armées se retirent en silence, nos élites s'excusent d'être françaises en anglais. Le drapeau flotte encore, mais il flotte à vide. Et ça se voit. Beaucoup de pays qui, autrefois, admiraient la France, la regardent aujourd'hui avec dédain, voire hostilité. Parce qu'ils voient ce qu'on est devenu, arrogant sans puissance, donneur de leçons sans crédibilité, divisé, fragile. Ils ne respectent plus ce que nous ne respectons plus nous-mêmes. Et peut-être qu'ils ont raison. Parce qu'à force de mépriser notre propre culture, d'oublier notre histoire, de brader notre industrie, de saboter notre école, de diviser notre peuple, on a fini par devenir l'ombre de ce que nous étions. On donne au monde une version tiède, molle, bureaucratique, désincarnée de la France. Et forcément, ça ne fait plus rêver. Mais le pire, c'est qu'on continue à faire semblant.
À croire qu'on est toujours cette grande nation, alors qu'en réalité, on mendie des contrats, on subit les coups, et on commente les décisions des autres comme un spectateur sur la touche. La France pourrait encore être respectée. Elle en a les moyens, les cerveaux, la culture, le potentiel. Mais pas avec ceux qui la dirigent aujourd'hui. Pas tant qu'on acceptera la médiocrité au sommet. Pas tant qu'on aura honte de ce que nous sommes. Le respect, ça se mérite. Et pour l'instant, on ne le mérite plus vraiment. J'ai grandi dans une époque où tu pouvais te prendre une vanne bien placée, une pique dans les côtes, voire une bonne engueulade, sans que ça devienne un trauma à traiter en thérapie. À l'école, dans la cour, chez les potes, au boulot, au bistrot, on se parlait franchement. Parfois c'était dur, mais au moins c'était vrai. T'avais le droit d'avoir du caractère, de hausser le ton, de te marrer de tout, et surtout, t'étais pas obligé de jouer un rôle pour éviter de blesser les sensibilités de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs en permanence. Tu fais une blague un peu acide? Harcèlement. Tu lèves la voix? Agressivité toxique. Tu critiques? T'es négatif, tu propages des ondes. Il y a plus de place pour la rugosité, pour les échanges vifs, pour le franc-parler. Tout doit être lisse, cordial, calibré. On ne discute plus, on fait des espaces de parole sécurisés. Tu veux dire un truc dur mais juste? Faut l'enrober dans 3 couches de bienveillance molle pour pas heurter le moindre ego. Et ce qui me frappe, c'est qu'on confond tout. Se faire rembarrer ou se faire vanner, c'est pas une agression. C'est la vie. C'est comme ça qu'on se forme. On apprend à répondre, à encaisser, à comprendre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Avant, se clasher un coup, ça ne détruisait pas une amitié. On pouvait s'engueuler fort, puis se serrer la main, boire un verre, et continuer. Parce que le lien était plus solide que l'orgueil. Aujourd'hui, tu dis un mot de travers et on t'efface de la photo de groupe. Franchement, cette obsession de ne jamais heurter personne, c'est en train de tuer l'authenticité. Tout devient fade, surveillé, pseudo-sain. Mais la vraie vie, elle est un peu brute. Elle est faite de désaccords, de moqueries, de moments tendus, mais aussi de réconciliation. On devrait réapprendre à se parler cash, à se bousculer un peu, à rire de nous-mêmes, au lieu de se planquer derrière des filtres et des grands principes. Je regrette ce temps où les gens avaient la peau un peu plus dure et le cœur tout aussi grand. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.